Bonjour et bienvenue dans cet épisode des podcasts du festival Travelling 2022 réalisé par Arnaud Vasmer. Outre le cinéma tchèque, le festival mettra à l'honneur cette année dans les salles de la métropole rennaise le réalisateur Jean Grémillon. L'occasion de revoir et de découvrir ce réalisateur né en 1901, cinéaste du muet et du parlant, remarqué pour les figures féminines et les relations entre les hommes et les femmes qu'il a mis en scène. 3 de ces films des années 40 seront proposés début février, 3 films que vous accompagnerez, Geneviève Cellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en études cinématographiques. Vous lui avez consacré un livre à Jean Grémillon en 2012 sous le titre « Jean Grémillon, le cinéma est à vous » aux éditions de la librairie Klinskik. Pourquoi ce réalisateur vous intéresse et continue à vous intéresser aujourd'hui ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je me suis intéressée au cinéma des années 30, 40, 50, c'est-à-dire du cinéma français d'avant la Nouvelle Vague. Et parmi les réalisateurs intéressants de cette période, beaucoup ont été étudiés, je dirais presque surétudiés, comme Renoir par exemple. En revanche, Grémillon, à l'époque où j'ai commencé à travailler sur ces films, n'avait fait l'objet que d'une thèse universitaire de Henri Hagel, et c'était à peu près tout. Et depuis, malheureusement, ça ne s'est pas beaucoup, les travaux sur Grémillon ne se sont pas multipliés. Donc il reste un peu l'oublié de cette période, alors que son cinéma, bien qu'il ait fait un nombre de films nettement moins important que Renoir, Carnet, Duvivier, etc., ce sont des films qui présentent cette particularité d'être à la fois très ambitieux esthétiquement, aussi bien au niveau de l'usage du son que de l'image, que réellement populaire, c'est-à-dire racontant des histoires accessibles à tous. Et dernier point qui m'intéresse évidemment, moi en particulier, il a constamment focalisé son intérêt sur les personnages féminins, ce qui, dans le cinéma de cette époque, n'était pas non plus très fréquent, car les têtes d'affiche dans le cinéma des années 30, 40, 50 sont très majoritairement des acteurs, et souvent des acteurs d'âge mûr, les actrices servant le plus souvent de faire valoir. Voilà. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles on peut encore aujourd'hui s'intéresser à Grémillon. Effectivement, Geneviève Cellier, que des bonnes raisons. Je vous propose de revenir sur certaines d'entre elles. Vous l'avez dit, c'est cette place assez particulière. C'est un réalisateur d'avant la Nouvelle Vague. Contrairement à Jean Renoir, il n'y a pas des livres et des livres dans les étagères des librairies et des bibliothèques, mais contrairement à une partie aussi des réalisateurs d'avant la Nouvelle Vague, il n'a pas été rejeté par cette génération-là. Est-ce qu'il a été plutôt invisibilisé ? Comment est-ce que vous le situeriez dans cette place très particulière où il n'est pas rejeté, mais on n'a pas davantage parlé de lui ? Effectivement, je dirais que comme c'est un homme discret et que il a fait un nombre de films limités, quand arrive dans les années 50, les journalistes, enfin les jeunes critiques des cahiers du cinéma qui vont essayer d'évincer la génération précédente pour prendre leur place, pour dire les choses crûment, Grémillon est dans une période extrêmement difficile, donc on est dans l'après-guerre. Et pourquoi il est dans une période difficile ? Parce que il s'est beaucoup engagé dans la résistance, et à partir de la libération, il va essayer de faire des films, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des films engagés. Et malheureusement, la période ne s'y prête pas, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer à la Libération. La guerre froide va très rapidement venir étouffer toutes les tentatives de faire un cinéma engagé. Et il en sera une des victimes les plus
les plus connus, puisque il avait fait, avant-guerre et sous l'occupation, des films qui avaient effectivement reçu un accueil critique et un accueil public extrêmement chaleureux. Alors je citerai L'étrange Monsieur Vector, Gueule d'amour, et puis juste avant l'occupation Remorque, pendant l'occupation Lumière d'été, Le ciel est à vous. Mais donc à partir de 1945, il va en quelque sorte être la victime expiatoire de la guerre froide et de sa volonté de faire un cinéma engagé au sens large, c'est-à-dire même s'il a été très proche des communistes, il avait, je dirais, une grande autonomie de pensée, et pour lui, l'important, c'était la capacité d'expression du cinéma. Il n'a jamais été inféodé à une quelconque théorie, que ce soit le réalisme socialiste ou ses épigones. Alors, mise à l'écart, aussi, qui a été un peu, finalement, qui l'a accompagné un peu toute sa vie, c'est en tout cas la difficulté certes, il a eu un public populaire, mais la difficulté quand même à faire des films. Vous l'avez précisé depuis le début de cet entretien, à Julia Celli, il a laissé peu de films. Dans votre livre, vous en rappelez 14, 6 documentaires. Pour 30 ans de carrière, c'est assez peu. Parce que l'histoire que vous racontez, c'est quand même aussi l'histoire d'un homme qui a du mal à faire du cinéma, qui a du mal à se faire accepter pleinement par les studios. Il y a un de ses films, La Petite Lise, qu'il réalise en 1930, qui ne plaît pas du tout aux studios qui l'employaient à l'époque, Pathé Nathan, et qui le renvoie pour cela. C'est un homme qui a sans cesse dû trouver sa place. Disons que c'est un homme qui a du mal à accepter les compromis commerciaux qui sont quand même la réalité du cinéma de cette époque, puisqu'on est avant les aides publiques au cinéma. Donc un film, il est commercial ou il n'est pas. Et on sait que dans le passage du muet au parlant, le passage du muet au parlant a été comme un cataclysme, dans la mesure où les producteurs ont voulu faire du cinéma parlant. Pas du cinéma sonore, du cinéma parlant. C'est-à-dire adapter les pièces à succès, éventuellement des pièces avec des chansons, des comédies avec chansons, en utilisant des chanteurs ou des chanteuses connus comme Daniel Larieux ou même Gabin, qui a commencé comme chanteur. Donc le problème de Grémillon, c'est qu'il avait des exigences artistiques qui l'amenaient à prendre au sérieux le moyen d'expression qu'était le cinéma. Et donc pour lui, il avait fait des œuvres remarquées pendant la période du muet, mais quand est arrivé le parlant, pour lui, et je dois dire quand est arrivé le cinéma sonore, pour lui, c'était une révolution qu'il a décidé de prendre à bras-le-corps, et en particulier en utilisant non seulement les dialogues, mais surtout les bruits et le silence. Et donc, il est... C'est une étude de musique, au début, où c'est des musicien, donc ça a compté énormément à ce moment-là. Bien sûr, il est musicien, et donc pour lui, le son est quelque chose, une texture extrêmement complexe et riche. Et pour lui, contrairement à beaucoup de ses contemporains, l'arrivée du cinéma sonore est une bénédiction artistique. Mais malheureusement, pour les producteurs, c'est une bénédiction commerciale. Et c'est la raison pour laquelle les deux films qu'il fait en 30 et 31, La Petite Lise et Daina Lamitis, sont à la fois des films passionnants sur le plan de l'utilisation du son, mais en même temps ont été reçus de manière absolument terrible. C'est-à-dire, on raconte que... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais enfin, ça donne une idée. On raconte que les spectateurs ont cassé les fauteuils, tellement ils étaient furieux de ne pas entendre de dialogue, justement, de ne pas entendre de chansons, de ne pas avoir des historiettes comme celles que le cinéma parlant, à ses débuts, a privilégiées.
Ce qui n'empêchera pas quand même, quelques années plus tard, de rencontrer vraiment le succès avec un film comme Gueule d'amour en 1937 avec Gabin. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous ne cachez pas, 37, 44, c'est pour vous sa meilleure période. Et d'ailleurs, quelques-uns des films que vous allez présenter au Festival Travelling datent de cette période. Pourquoi est-il le meilleur de lui-même à ce moment-là ? Je dirais que c'est il y a une convergence d'éléments qui lui permettent de trouver sa place. Bon, il faut quand même dire que entre 31 et 36, il traverse une sorte de tunnel épouvantable. Il est obligé de s'exiler, d'abord en Espagne, puis en Allemagne, pour pouvoir faire des films de commande, et que ça n'est que grâce à un producteur français qui dirigeait le département français de la UFA, la compagnie allemande, dans les années 30, et qui lui faisait confiance, qu'il a pu faire non plus seulement des versions françaises de films allemands, mais proposer des projets personnels. Et donc, Gueule d'amour est un film qui est produit par la UFA. C'est-à-dire, c'est grâce en fait à ce détour par l'étranger qu'il peut retrouver une place en France. La deuxième raison étant sa capacité à utiliser intelligemment les stars. Et Gabin en fait partie, et Rému également. Et donc, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a eu une période particulièrement féconde entre 36 et 44, c'est qu'il a trouvé, y compris parce que le cinéma lui-même avait évolué, qu'on n'en était plus, le réalisme poétique était passé par là, on n'en était plus aux comédies musicales des premiers temps. Il a réussi à trouver sa place entre un cinéma, entre l'exigence d'un cinéma réaliste et social, l'utilisation des grands comédiens et comédiennes de l'époque et leur utilisation non stéréotypée. Et également, il a réussi à s'adjoindre les services de grands scénaristes comme Spaak, Prévert et d'autres. Et donc, en quelque sorte, là, il y a eu un alignement des planètes qui lui ont permis de faire les films les plus réussis, je dirais, de sa carrière. Film dans lequel, vous l'avez dit, il y a une figure féminine qui apparaît, qui est assez novatrice. Ce sont des personnages forts, qui sont amoureuses, qui sont mères, qui sont engagées dans le travail dans quelques-uns de ces films. Est-ce qu'on peut dire que Jean Grémillon a inventé une figure féminine ou une manière de filmer les femmes au cinéma ? Disons que l'originalité de cette période, de ces films de cette période, c'est effectivement l'importance qu'il donne à Madeleine Renaud, qu'il va donc employer 4 fois de suite, entre 1937, L'étrange Monsieur Victor, et 1944, Le ciel est à vous. Et Madeleine Renaud, ça n'est pas une actrice de cinéma, c'est une actrice de théâtre, qui, avant Grémillon, a fait quelques films alimentaires et aussi quelques films qu'on pourrait appeler aujourd'hui féministes, dont la scénariste était Marie Epstein et le réalisateur Jean-Benoît Lévy. Mais bon, il s'agit de 2 films, hein, c'est un peu atypique dans le cinéma français de l'époque. Et donc, quand il rencontre Madeleine Renaud, il va la construire dans ses films, dans ses 4 films successifs, comme une figure de femme ordinaire qui vient en contrepoint des images glamour des stars de l'époque. Alors donc Viviane Romance, Mireille Balin, Michel Morgan, hein, dans Remorque, et très significativement, dans le dernier de la série, Le ciel est à vous, elle n'a plus de rival, on pourrait dire, hein. Elle porte le film sur ses épaules, c'est Le ciel est à vous. Ou alors elle a un rival, qui est la passion de ce couple de garagistes pour l'aviation. C'est ça aussi qui est
intéressant dans les films de cette époque, notamment ceux que vous avez présentés à Travelling, c'est qu'il y a certes ces images, cette présence féminine, ces personnages féminins très forts, et en même temps, c'est des films où la machine, où le geste du travail est extrêmmement important. Est-ce que les deux arrivent ensemble par hasard ? Je dirais que, au contraire, au début des films, le travail a toujours été central dans les films de Grémillon. Filmer le travail est une des caractéristiques de son cinéma, mais je dirais qu'au début, le travail est associé au masculin. Comme évidemment, c'est le cas dans la société, même si les femmes travaillent, mais elles sont invisibles dans leur travail. Et donc, quand il filme, par exemple dans L'étrange Monsieur Victor, Pierre Blanchard, cordonnier, puis quand il filme Jean Gabin, patron de remorqueur, ce qu'il met en évidence, c'est le caractère asymétrique du destin des hommes et des femmes, dans la mesure où les femmes ne peuvent pas s'épanouir dans une profession, puisqu'elles sont censées, la plupart du temps, être des femmes au foyer. Même si, évidemment, au foyer, elles travaillent, mais leur travail n'est pas valorisé socialement, c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, on peut dire qu'à travers les personnages que joue Madeleine Renaud, mais aussi les autres actrices, ce que Grémillon met en évidence, c'est le caractère injuste de cette société où seuls les hommes peuvent s'accomplir professionnellement. C'est le sujet de Remorque, en fait. Et ça, c'est extrêmement moderne. Personne ne pose cette question-là, dans ces termes-là, à ce moment-là. Le fait que les femmes, quand elles ont un travail qualifié, sont obligées de renoncer à avoir une vie de famille. Et ça, c'est une question qui va être, qui émerge donc dans son cinéma avant-guerre, qu'il va développer pendant la guerre, puisque Madeleine Renaud, dans Le ciel est à vous, elle travaille, elle est garagiste, elle travaille. Et puis après, elle est aviatrice, donc non seulement elle a un travail professionnel, mais elle a un destin exceptionnel dans la mission qu'elle se donne de réussir les records d'aviation. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que cette question du travail des femmes, qu'on voit émerger dans son cinéma dès la fin des années 30, va devenir centrale, et en particulier dans son dernier film, L'amour d'une femme, qui est le seul film dont il a écrit lui-même le scénario, et qui a pour sujet les contradictions que vivent les femmes quand elles veulent à la fois exercer un métier qualifié et avoir une vie personnelle, une vie amoureuse, une vie familiale. Et dans L'amour d'une femme, donc, qui est réalisé en 1953, et qui sortira dans des conditions absolument épouvantables, parce que les distributeurs n'en veulent pas, il met le doigt sur, je dirais, un point aveugle de la société française de cette époque, c'est-à-dire le fait que les femmes sont assignées à la maternité et au foyer, y compris par un certain nombre de lois sociales, et qu'il leur est interdit de s'épanouir professionnellement comme les hommes, sinon au prix de leur vie personnelle. Si Le ciel est à vous sera présenté, les deux autres films de Jean de Grémillon que vous accompagnerez, Geneviève Célie, sur le Festival Travelling, sont Remorque, une histoire de remorqueur, donc là on est en plein air, et puis Patte Blanche, qui est un autre film qui regarde vers la mer, parce que c'est là-dessus aussi que je voudrais vous interroger. Là, c'est l'histoire d'une femme qui vient dans un village de la côte bretonne à l'invitation d'un aubergiste dont elle est la maîtresse, et puis il va y avoir un trio, puis un quatuor amoureux, parce qu'il y a le châtelain, il y a le beau-frère du châtelain qui sont aussi amoureux de cette femme, mais ce sont aussi des films qui regardent vers la mer, vers l'océan, et c'est pas les premiers dans l'œuvre de Jean Grémillon. Qu'est-ce qui l'intéresse dans cet univers maritime ? Je pense que ce qui l'intéresse, c'est la dimension visuelle d'une nature qu'il montre comme dans un rapport dialectique, dans un rapport d'affrontement avec les hommes, c'est-à-dire ce que la mer incarne visuellement, c'est la volonté des êtres humains
de maîtriser la nature et la difficulté qu'ils ont à le faire, le fait que la nature ne se laisse pas contrôler par... et donc, il y a une sorte de sauvagerie de la nature que la mer incarne mieux que la campagne ou même que la montagne, à cause de ce mouvement des vagues que, effectivement, Grémillon a filmé depuis son premier film jusqu'à son dernier, puisque déjà dans Gardienne phare et même dans Maldon, il y avait déjà de l'eau, puisque ça se passait sur un canal, mais surtout dans Gardienne phare. Dans Gardienne phare, la mer est un protagoniste, et véritablement, dans ces films, la mer est protagoniste et vient en quelque sorte donner une épaisseur visuelle aux contradictions sociales, parce que la mer n'est jamais une façon de dire que les êtres humains sont déterminés par les éléments naturels, mais elle est là comme un motif qui vient illustrer les affrontements, les contradictions, le mouvement. Voilà, ce sont 3 films donc, que vous accompagnerez au festival Travelling. Remorque le samedi 5 février, Le ciel est à vous le 6 février et Patte blanche le lundi 7 février. Pour en savoir davantage, je renvoie à la lecture de votre livre Jean Grémillon, Le cinéma est à vous, par aux éditions de la librairie Kinsiek, avec de magnifiques textes et de magnifiques photos. Geneviève Cellier, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Pour les renseignements pratiques, je renvoie donc au site internet clairobscur.info, et c'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer avec une musique originale de Jean-Baptiste Lebrun pour Clair Obscur, l'association qui organise le festival Travelling.